Corps. Corps à corps. Allez, dans ce corps à corps, nous parlons donc de ce remaniement du gouvernement attendu en ce début d'année 2024, qui tarde, qui devait se profiler en fin de semaine, puis dimanche, puis lundi. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on verra. Pour résumer, on peut citer la phrase d'un conseiller de l'exécutif sur la rentrée politique d'Emmanuel Macron. Tout est possible, y compris rien, voilà. Mais en tout cas, il y a des pronostics. Elisabeth Borne va-t-elle partir ? Va-t-elle être remplacée ? Qui va rejoindre l'équipe gouvernementale ? Julien Denormandie, Sébastien Lecornu sont des noms qui sont cités. Ce qu'on sait, c'est que Emmanuel Macron veut des fidèles, des loyaux. C'est ce qui a été révélé dans l'enquête du JDD. Donc l'équipe se resserre. Mais alors, au-delà des pronostics, qui est la place, qui va la gagner ? Une question réelle se pose finalement. Quel changement de cap derrière ce nouveau gouvernement et quel intérêt pour les Français ? C'est aussi la question que je vais poser à mes deux invités que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonne année, puisqu'on vous Bonne année. L'année. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur notamment de ce livre Chaos et sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf. Et puis nous sommes également avec François Coq. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, enseignant en zone d'éducation prioritaire et auteur, vous, notamment, de Alerte à la souveraineté européenne aux éditions Éric Jamel. Alors je commence par vous, Arnaud Benedetti. Bon, on a les pronostics. Je ne sais pas si vous voulez donner le vôtre, mais en tout cas, la question c'est finalement... Bon, ce remaniement est-il vraiment attendu et surtout que va-t-il apporter, que va-t-il changer et on attend toujours d'un remaniement un nouveau souffle, mais va-t-il vraiment tenir sa promesse de nouveau souffle, ce remaniement ? Alors, est-il attendu de l'opinion publique ? Certainement pas. Manifestement, ce que l'on ressent, c'est une forme d'indifférence, voire de désintérêt pour ce qui est en train éventuellement, je dis bien éventuellement, de se passer. Ça, je crois que c'est un premier point. Deuxième point, sur le plan, j'allais dire presque technique, ou en tout cas plus politique, il est clair que ce remaniement apparaît un peu, j'allais dire, à contre-temps. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron de vouloir remanier, de changer éventuellement de Premier ministre, qui n'est pas sûr à ce stade d'ailleurs, enfin d'après les bruits qui circulent, alors qu'il a une élection intermédiaire en milieu d'année, le mois de juin, une élection européenne où on pouvait imaginer que finalement il pouvait, comme d'autres présidents de la République avant lui, essayer d'user jusqu'à la corde sa première ministre et puis attendre le résultat des élections européennes pour recomposer un gouvernement, ce qui aurait été vraisemblablement plus logique. Au résultat, ça sera peut-être finalement cette hypothèse qui sera retenue avec un nettoyage éventuellement interne du gouvernement, mais son changement de Premier ministre. On ne peut pas le dire pour l'instant. Donc ça, c'est un premier point. Mais on voit bien ce qu'il y a derrière. S'il se lance dans un remaniement d'ampleur, c'est-à-dire avec un changement de locataire à Matignon, l'idée, c'est d'essayer de tourner rapidement cette page de la discussion de la loi de l'immigration qui a quand même laissé des traces dans sa majorité, où il a malgré tout, quoi qu'il en dise, consenti une défaite politique du fait que cette loi, finalement, elle a été largement quand même inspirée par son opposition de droite, notamment à LR, et puis également d'une certaine manière, plus indirecte, par le Rassemblement national. Il y a vraisemblablement la volonté, in fine, de faire de ce remaniement un élément de communication pour montrer qu'il maîtrise encore la situation, sachant que il est sur le plan parlementaire, qu'on le veuille ou non, depuis le début de son quinquennat et depuis la 16e législature, extrêmement contraint, et que la vraie question est de savoir finalement s'il peut continuer ainsi durant 3 ans et demi sans être obligé à un moment donné d'en revenir tout simplement au peuple. Tiens, un mot qu'on n'entend pourtant pas très souvent dans sa bouche, et évidemment on va y revenir parce que c'est tout le sujet, c'est finalement où est le peuple dans ses remaniements ou dans ses annonces gouvernementales. Mais d'abord je me tourne vers vous, François Coq. Même question sur d'abord ce remaniement, finalement peut-il apporter un nouveau souffle ? Peut-il annoncer un changement de cap ? On entend en effet qu'Emmanuel Macron voudrait peut-être se débarrasser on va dire
dire, des mauvais élèves de la loi immigration, notamment Clément Beaune, hein, dont la balance aurait penché un petit peu trop à gauche à ce moment-là. Comment vous entendez tout ça, vous ? Je crois que les éléments sont dans votre question, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une grande indifférence dans la population aujourd'hui. Il n'y a pas d'attente de ce remaniement, et donc le souffle même de la perspective du remaniement retombe avant même que celui-ci ait pu être annoncé, s'il a lieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un remaniement et un changement de Premier ministre, ça doit normalement être en lien avec un changement d'inflexion et de ligne politique. Oui. On ne voit pas bien aujourd'hui quel changement de ligne politique il peut y avoir. Est-ce que le président de la République cherche à dessiner? Au contraire, dans ses dernières interventions, que ce soit au moment de ses vœux ou que ce soit au moment de la loi immigration, il a fait part de son souhait de continuer dans la même ligne, en assumant complètement le bilan passé et en voulant prolonger l'exercice. En présentant fièrement son bilan, oui. Tout à fait. Et puis, le troisième point qui, à mon avis, est important, c'est que il y a un problème structurel aujourd'hui dans la gouvernance de M. Macron, qui est le problème qu'on connaît depuis 2017, mais plus encore de manière exacerbée et formellement mis en place d'un point de vue institutionnel depuis 2022, c'est que nous sommes en démocratie minoritaire. Autrement dit, M. Macron n'a pas une majorité relative, il est directement minoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas un changement de Premier ministre qui changera cet état de fait. Ça ne peut être qu'un changement beaucoup plus global, soit par un retour aux urnes d'une certaine façon, soit en changeant de ligne politique, et dans ce cas-là, en se remettant dans la recherche d'une création d'une perspective majoritaire, non pas être dans une course de petits chevaux ou une course d'athlétisme, chacun dans son couloir comme il le fait actuellement, en développant une forme de stratégie du socle qui est celle qui va prévaloir à nouveau pour les élections européennes. Donc c'est pas en continuant cette forme de politique-là que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années que M. Macron résoudra la question de la démocratie minoritaire, et ce n'est encore moins par un changement de Premier ministre qu'il y parviendra. Oui, mais alors comment on fait pour résoudre cette question? Vous dites que ce qu'il fait ne servira à rien, mais alors comment on fait si on voulait résoudre réellement cette question de la démocratie minoritaire? C'est quoi? C'est la dissolution de l'Assemblée nationale, en espérant qu'il réussisse à avoir une majorité, ce qui est très peu sûr. Un référendum, enfin comment on fait? Dissoudre, simplement ça ne suffira pas. Ça ne changera pas la manière dont les citoyens perçoivent la politique. Il faut bien comprendre que le blocage électoral que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons connu, je vous le rappelle, partout au sein de l'Union européenne depuis 2014, il y a eu l'époque, vous savez, jusqu'en 2010 à peu près, de l'alternance gauche-droite entre la social-démocratie, la gauche d'un côté, et la démocratie chrétienne de l'autre. Puis, les deux s'étant tellement ralliés à l'Union européenne et menant la même politique qu'ils ont été obligés de fusionner dans ce qu'on a appelé des grandes coalitions, qui représentaient la moitié des pays de l'Union européenne au tournant de 2010. Les grandes coalitions elles-mêmes n'ont pas satisfait les citoyens. Les citoyens ont donc bloqué le processus autour de 2015. 16 des 28 pays de l'Union européenne avaient des gouvernements qui n'avaient pas de majorité. Et donc, nous sommes rentrés dans l'ère de la démocratie minoritaire. Et on ne sortira pas de la démocratie minoritaire en construisant la polarisation de la société dans le champ politique. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas que ce sont les sociétés qui sont aujourd'hui polarisées, mais que c'est le champ politique qui polarise à dessein les sociétés pour adopter ce que j'appelle les stratégies du socle, c'est-à-dire le fait de pouvoir espérer gouverner, en tout cas au moins arriver au pouvoir, avec un socle électoral de partisans, de courtisans qui sont autour de 25 voire 30% de l'électorat. Plus personne ne cherche aujourd'hui à adopter une stratégie majoritaire, c'est-à-dire rassembler plus de la moitié de la population. En France, nous sommes complètement paralysés par cette scène politique. Ce que fait la stratégie du socle est développée par M. Macron, elle est développée par LFI, elle est développée par le Rassemblement national. Tout le monde est dans cette perspective, tant et si bien que, vous avez raison de le dire, la situation politique, d'une certaine manière, est figée, est cryogénisée. Eh bien, pour en sortir, si M. Macron souhaite en sortir, ça passera de fait par le fait de revenir devant les citoyens. Il n'y a pas le choix. Ce sont les électeurs qui doivent rester maîtres, qui doivent rester le souverain. Mais si l'offre politique reste ce qu'elle est, eh bien, dans ce cas, il n'y aura pas d'alternative. Et de ce point de vue-là, M. Macron n'a pas représenté un renouveau dans le champ démocratique, mais rien d'autre que l'approfondissement de la chute et l'effondrement démocratique que nous connaissions depuis déjà une bonne décennie. Donc, selon vous, cette stratégie du socle, comme vous l'appelez, finalement, c'est une stratégie de la polarisation, de la division, diviser pour mieux régner. C'est ce que je comprends. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Arnaud de Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une démocratie minoritaire? Ça s'appelle l'oligarchie, tout simplement. En l'occurrence, ce qui est
très visible dans la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est qu'il considère que l'on peut gouverner un pays en étant minoritaire sociologiquement et aujourd'hui, de fait, politiquement à l'Assemblée nationale. Parce que la grande différence finalement entre le premier mandat et le deuxième mandat, c'est qu'il était de fait sociologiquement minoritaire, mais il était majoritaire à l'Assemblée nationale, puisqu'il avait disposé, grâce aux élections législatives, d'une majorité absolue. Là, en l'occurrence, depuis 2022, et c'est là qu'il y a un véritable malentendu dans finalement le fait même de sa réélection, c'est que les électeurs ne lui ont pas concédé une majorité à l'Assemblée nationale. Sauf qu'il ne veut pas finalement l'entendre, puisque il considère que l'élection présidentielle a assuré à elle seule sa légitimité. Sauf qu'un président de la République, y compris sous la Ve République, sans majorité à l'Assemblée nationale, est un président de la République qui est empêché. Donc on a la traduction politique, on y fait aujourd'hui, et c'est la différence encore une fois avec 2017, du caractère très minoritaire que l'on peut, pas très minoritaire, en tout cas minoritaire, et cette dimension oligarchique qui, à mon avis, constitue le fil directeur de l'exercice politique d'Emmanuel Macron. Ensuite, si vous voulez, sous la Ve République, il existe quand même des outils institutionnels lorsqu'il y a un conflit de légitimité qui permettent de sortir par le haut. Et ils ont été utilisés d'ailleurs par la plupart des présidents de la République qui se sont retrouvés confrontés à l'épreuve du deuxième mandat. Qu'il s'agisse du général de Gaulle, qu'il s'agisse de François Mitterrand ou qu'il s'agisse de Jacques Chirac. Il y a de fait, aujourd'hui, deux outils qui existent. Si on laisse de côté l'outil du remaniement, dont on verra bien ce qu'il en advient dans quelques heures, ou dans quelques jours. Le premier outil, et c'est ce qu'avaient utilisé ses prédécesseurs, c'est le référendum. Le général de Gaulle... Alors, le général de Gaulle avait utilisé d'ailleurs les deux outils dans son second mandat. Il avait utilisé l'outil de la dissolution en 68, qui lui avait permis de retrouver une majorité absolue qu'il n'avait pas eue aux élections de 1967. Et puis il avait utilisé un an plus tard l'outil du référendum et il en avait tiré les conséquences à titre personnel lorsque les Français avaient rejeté son projet relatif à la régionalisation. François Mitterrand, dans le deuxième mandat, qui a eu un deuxième mandat quand même très compliqué aussi, et qui avait une majorité relative à l'Assemblée nationale, certes un peu plus importante que celle dont dispose aujourd'hui Emmanuel Macron, avait quand même senti, au moment de la mise en œuvre du traité de Maastricht, qui touchait quand même à un air profond du pays, et il avait quand même pris ce risque, qui était le risque de faire ratifier par référendum le traité de Maastricht, qui avait été en effet ratifié à 1% ou 1% et demi du corps électoral. Et Jacques Chirac a procédé de la même manière en 2005 avec en effet l'insuccès que l'on sait. Donc ils sont les uns et les autres quand même toujours revenus vers les électeurs. Emmanuel Macron, pour l'instant, ne semble pas en tout cas tenté par cette hypothèse, à la fois par le référendum. Moi je pense qu'il y a aujourd'hui dans les élites un problème des élites dans leur relation à la démocratie, dans leur relation au peuple. On le voit bien d'ailleurs encore il y a quelques jours avec les déclarations de Moscovici, de M. Moscovici, le président de la Cour des comptes, lorsqu'il essaye de justifier le fait qu'il n'a pas publié le rapport sur la politique migratoire durant la discussion sur l'immigration, comme si finalement les électeurs, comme si le peuple, comme si le corps électoral n'était pas suffisamment mûr pour comprendre les grands enjeux que les élites, elles, sont susceptibles de comprendre. Donc il y a ce problème, si vous voulez, en effet, de relation directe au peuple et à la démocratie qui pèse depuis 2005, parce que pour une grande partie des élites, l'échec du référendum de 2005 constitue un trauma profond, et donc il faut essayer de gouverner en tenant toujours plus le peuple à distance. Donc Emmanuel Macron est quand même, de manière très forte, l'enfant de cette vision des choses. Et alors le deuxième instrument, c'est la dissolution. Sauf que aujourd'hui, une dissolution, le risque pour Emmanuel Macron, c'est qu'il se retrouve avec une assemblée encore plus ingouvernable que celle que l'on connaît. Mais de ce point de vue-là, si cette assemblée était ingouvernable, il faudrait
dans la logique et de l'esprit des institutions qu'il en tire les conséquences, parce qu'à force d'avoir voulu fracturer le champ politique, eh ben, il en aurait aujourd'hui la conséquence, c'est-à-dire que la Ve République a été bâtie, qui est un régime qui a été bâti quand même pour produire des majorités stables, ne serait plus en mesure aujourd'hui de bâtir ces majorités stables. Donc il y a une responsabilité évidente du président de la République dans cet état de fait. Et puis l'autre risque, c'est qu'il se retrouve avec un gouvernement de cohabitation. Et un gouvernement de cohabitation pour un président qui ne peut pas se représenter et effectuer un troisième mandat, ça ne constitue pas un levier tactique intéressant pour lui. Donc je pense qu'il est en effet aujourd'hui entravé et qu'on en arrive à la limite finalement de la stratégie du gouvernement minoritaire au sein d'une démocratie comme la démocratie française. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus entravé, de plus en plus contraint, et finalement les difficultés qui sont les siennes aujourd'hui à remanier, parce que qu'on le veuille ou non, depuis quelques jours, on nous annonce un remaniement, mais ce remaniement manifestement ne va pas de soi, démontre ce système de contraintes, ce système d'entrave qui pèse toujours plus sur le président de la République. La question est de savoir, encore une fois, si l'on peut durer comme ça jusqu'en 2027. Alors cette question, on va y revenir, je vais vous la poser évidemment. Est-ce qu'il va pouvoir durer comme ça jusqu'à 2027 quand même vous avez bien décrit la situation. Il a cette pression qui est faite finalement de notre constitution, de notre fonctionnement républicain de la Ve République. Pourquoi alors qu'on a les outils pour revenir justement à un système plus stable, pourquoi il ne s'y prête pas François Coq, finalement, on arrive à un système à bout de souffle, mais eh bien Emmanuel Macron ne souhaite pas en tirer les conséquences. Il préfère rester sur son quant à soi, sur son petit groupe resserré. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'introduction. Le JDD révèle les critères de sélection. C'est vraiment la loyauté, la fiabilité, le fait que ce soit même un bon camarade, dit Geoffroy Lejeune, avec qui Emmanuel Macron puisse avoir pleine confiance et qui soit là dans son équipe depuis le début. On voit bien la recherche, là, l'équipe resserrée, on va dire, d'Emmanuel Macron dans un système qui paraît en effet de toujours plus oligarchique, toujours plus serré, au lieu de chercher à rassembler de nouveau et surtout à avoir le peuple derrière lui. Vous savez, M. Macron avait écrit un livre qui s'appelait Révolution au moment de la campagne de 2017. Et pour pouvoir changer, il faut d'abord savoir se révolutionner soi-même. Et M. Macron nous fait la démonstration qu'il n'est pas capable de faire l'analyse du tournant extrêmement important qui est arrivé avec la mise en place institutionnelle. Arnaud Benedetti a raison de mettre en exergue les deux phases, celle de 2017 et celle de 2022, avec la mise en place de la démocratie minoritaire d'un point de vue institutionnel. Donc ça, au moment de l'élection de 2022. Il n'a pas compris que cette élection, le fait que malgré l'état de fait institutionnel qui est la monarchie présidentielle, la toute-puissance aujourd'hui du président de la République, avec tous les leviers de commande qu'on lui connaît, ne suffit pas à résister à la puissance de la vague de la démocratie minoritaire. Il a perdu les élections législatives derrière, en étant incapable, alors même que l'élection législative est normalement totalement inféodée à l'élection présidentielle. Donc, en ayant une minorité, il a perdu les élections législatives, et il se rend compte aujourd'hui que l'un des leviers de l'action et du changement politique d'un président de la République, qui était le changement de Premier ministre, même ce levier-là, aujourd'hui, est un levier qui est inutile. Si M. Macron a eu tant de mal à remanier depuis aujourd'hui, s'il hésite encore aujourd'hui, enfin, entendez bien quand même que le remaniement est inféodé à la question des températures en France. On nous dit Mme Borne va peut-être rester à l'Élysée quelques heures de plus ou quelques semaines de plus. Parce qu'il y avait une réunion sur le climat hier, oui. Parce qu'il ferait froid en France et qu'il faudrait prendre en charge les crues dans le Nord ou le Pas-de-Calais. Enfin, j'entends bien les réalités matérielles et concrètes, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc on se rend bien compte que là, il y a une pente dans laquelle nous entraîne la démocratie minoritaire, et M. Macron n'est pas capable d'y faire face. Et il n'est pas capable d'y faire face pour un deuxième aspect, c'est qu'il se rend compte, là par contre, je crois, que la démocratie minoritaire, c'est-à-dire le fait d'être minoritaire dans la population dans un premier temps, au sein du Parlement dans un deuxième temps, lui fait prendre le risque d'être, sinon minoritaire, du moins de fracturer son propre camp. C'est ce qu'a montré la loi immigration. C'est-à-dire que le processus de fragmentation se déplace et s'approfondit à chaque fois un peu plus de la population au champ parlementaire, et y compris jusqu'à la minorité de M. Macron, c'est-à-dire jusqu'à son propre socle et jusqu'à sans doute même son socle électoral. Donc tout ça peut être volatilisé, tout ça peut être pulvérisé à n'importe quel moment, et M. Macron voudrait reprendre la main. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que
chacun avait en tête que M. Macron, à un moment donné, dans son quinquennat, voudrait passer par la case dissolution pour reprendre les leviers de commande, et il pensait qu'il aurait les moyens de reconstituer une majorité à l'occasion d'une élection législative après dissolution. Sauf qu'une dissolution, ça ne se pratique pas le couteau sous la gorge. Une dissolution, normalement, c'est le président de la République qui est maître de ce calendrier-là et qui choisit le moment politique, qui choisit le fait politique, mais un fait politique positif, sur lequel il va pouvoir agréger et reconstituer une majorité. Sauf que ce qu'on constate depuis 2022, c'est que M. Macron a toujours la tête sous l'eau. Voilà, il n'a jamais la main, il n'a jamais réussi à faire émerger une question. Il espérait peut-être le faire sur la question de la loi immigration, il s'est pris les pieds dans le tapis. Une séquence suite à laquelle il pourra, à un moment donné, dissoudre et reconstituer une majorité. Il a conscience que l'état de fait actuel ne peut pas être pérenne, ne peut pas perdurer dans le temps, mais pour l'instant, il n'a pas la matrice et la martingale pour en sortir. Oui, mais justement, vous parlez tous les deux finalement de cette division, de cette fracture au sein de la population, c'est clair, population polarisée, divisée sur tous les sujets, parlementaires, n'en parlons pas, et maintenant, comme vous le dites, son propre socle est atteint. Donc, on arrive à la question que posait Arnaud Benedetti tout à l'heure. Finalement, comment va-t-il gouverner pendant ces 3 années qui restent ? Et est-ce que ça va être un coup de 49.3 ? Alors, beaucoup ici, d'ailleurs, dans les auditeurs, nous disent tiens, justement, s'il dégage, de ma vulgarité, Elisabeth Borne, ça permettra de remettre le compteur des 49.3 à zéro. Je ne suis pas sûre que ce soit l'objectif, mais comment va-t-il réussir à gouverner sans aucune majorité et dans ce système complètement fracturé, Arnaud Benedetti ? Vous savez, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de tenir coûte que coûte, malgré le champ de contraintes qui est le sien. Et pourquoi faire ? Parce qu'en fait, l'agenda, il faut quand même réfléchir à ce qu'est l'agenda politique d'Emmanuel Macron. C'est quoi, parce alors ? que l'agenda politique, on dit Emmanuel Macron n'a pas de logiciel politique et qu'il navigue à vue et qu'il cabote. Alors c'est vrai qu'il cabote beaucoup sur un certain nombre d'enjeux, mais il y a malgré tout, il faut lui reconnaître cela, une certaine cohérence chez Emmanuel Macron dans sa conception politique. Son projet, c'est le projet de l'adaptation permanente de la France à la mondialisation ou à la globalisation qui passe entre autres par l'Union européenne. Et on voit bien que l'agenda politique qui est le sien reste celui-là. Les symboles qu'il met en avant sont toujours, ou la sémantique qu'il met en avant est toujours une sémantique qui est la sémantique de l'Union européenne. C'est la symbolique de l'Union européenne. Il a encore parlé de souveraineté européenne, ce qui d'ailleurs est un oxymore, mais enfin bon, on peut y revenir éventuellement, mais lors de ses vœux, il a largement, si vous voulez, mis en avant la disparition de Jacques Delors lors des obsèques pour montrer qu'il s'inscrivait dans cette logique-là, qui est une logique qui est de fait une logique, même s'il n'en dit pas le nom pour ne pas effrayer, qui est une logique fédéraliste. Je rappelle que le Parlement européen vient de voter au mois de novembre un rapport sur l'avenir des institutions, qui est un rapport d'essence fédéraliste. Et le groupe parlementaire, qui est le groupe parlementaire du président de la République au Parlement européen, a voté des 2 mains ce rapport. Donc il y a une logique politique. Et la fin du veto. Et la fin du veto, la fin de la règle, en effet, aussi de l'unanimité. Donc, en effet, des sujets qui sont des sujets particulièrement importants pour la question de la souveraineté des États-nations. Donc cette logique-là, elle est, j'allais dire, au cœur, finalement, du projet politique d'Emmanuel Macron, qui, en effet, essaye, lui, de contourner toujours plus, finalement, le fonctionnement de la démocratie d'un État-nation, qui est l'État-nation français, afin de pouvoir quand même tendre vers cet horizon-là. Ça, c'est quand même la logique et la réalité du projet politique d'Emmanuel Macron. Après, il a vraisemblablement son propre agenda politique. Son propre agenda politique correspond finalement à ce projet. Et Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Et finalement, j'allais dire, l'exercice du pouvoir pour Emmanuel Macron est aujourd'hui, dans le cadre de la République française, une variable d'ajustement pour ses ambitions, éventuellement ses ambitions européennes. Donc je crois qu'il faut aussi avoir en tête cet arrière-fond lorsqu'on réfléchit à la stratégie d'Emmanuel Macron. Sauf qu'en effet, la grande difficulté pour lui, c'est qu'il
il est confronté à une opinion publique qui est quand même hostile quand on regarde l'ensemble des études d'opinion. Il est confronté à une absence cruelle de majorité et que la question, en effet, pour lui, c'est de savoir comment il peut tenir jusqu'à 2027 avec ce champ de contraintes-là. Alors, il a quand même des ressources. La ressource, c'est la ressource, en effet, de ce que l'on appelle, sous la Ve République, le parlementarisme rationalisé, avec cette utilisation massive, excessive du 49.3, qui d'ailleurs tord quand même, qu'on le veuille ou non, l'esprit de la Constitution, parce que le 49.3, il ne faut jamais oublier que lorsqu'il a été pensé par le général de Gaulle et par Michel Degré, par les pères fondateurs de la Constitution, c'était évidemment un outil qui devait permettre de produire une stabilité parlementaire afin de pouvoir faire en sorte que le gouvernement puisse gouverner, mais aussi c'était un outil qui était plutôt dirigé pour contraindre la majorité plutôt que de contraindre les oppositions. Aujourd'hui, le 49.3, il est utilisé surtout pour contraindre les oppositions. Donc on voit bien qu'il y a quand même une utilisation qui ne correspond pas forcément à l'esprit de la manière dont avait été conçu cet outil constitutionnel. Donc, il va essayer de tenir coûte que coûte. Après, vous savez, l'histoire n'est jamais faite, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des événements sociaux, il peut y avoir des événements internationaux, il peut aussi se retrouver à un moment donné, et c'est déjà arrivé lors de la discussion de la loi sur l'immigration il y a moins d'un mois, avec une convergence des oppositions qui, tout d'un coup, le mettent en minorité. Il n'est pas, si vous voulez, à l'abri, à un moment donné, de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. Que fait-il à ce moment-là ? Il l'a toujours dit, pour l'instant, on verra bien ce qu'il en sera, mais il a dit qu'il irait à la dissolution. Mais encore une fois, la dissolution ne permettra pas forcément de résoudre le problème démocratique. Elle donnera de la respiration dans le moment, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est important de donner de la respiration, mais elle ne résoudra pas le problème sur le fond. Et pour le moment, on n'a ni l'un ni l'autre, en tout cas. François Coq, sur l'agenda politique d'Emmanuel Macron, j'aimerais bien vous entendre aussi. Vous pensez qu'en fait, il est en train... C'est intéressant quand même de se dire, finalement, il a peut-être ses propres vues sur, sur un poste au niveau de l'Union européenne, et comme le font Ursula von der Leyen, le président de la Commission, la présidente de la Commission, le président du Conseil européen, finalement, on sent de plus en plus un décalage entre leur manière de gouverner et décalage total ou même césure entre eux et la volonté populaire. Et finalement, on reconnaît bien là la méthode macroniste. Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite par Arnaud Benedetti. On voit bien, d'une certaine manière, on l'a senti dès 2017, que la France était presque trop petite pour M. Macron et que donc il a peut-être dans un coin de sa tête un agenda personnel. Mais il a un agenda personnel aussi, et ça a été très bien évoqué, parce que ça répond à une analyse politique. M. Macron s'est installé en 2017 parce qu'il avait compris que nous rentrions dans l'ère de la démocratie minoritaire. Il se prend aujourd'hui des pieds dans la démocratie minoritaire, mais il avait compris dès le début que ce n'était pas une situation stable et pérenne, et qu'il fallait donc passer à l'étape suivante. Et quelle est l'étape suivante pour M. Macron ? Ça a été très bien dit, mais parce que c'était son discours de campagne, et c'était aussi son premier discours d'importance, le discours de la Sorbonne après le discours aux ambassadeurs en 2017, c'était de mettre en place cette souveraineté européenne. Quelle est l'idée de cette souveraineté européenne ? C'est de s'affranchir de la souveraineté populaire en sortant du cadre où s'exerce justement la souveraineté populaire, c'est-à-dire le cadre de la nation comprise comme le corps politique constitué. Et donc, monsieur Macron voudrait que cette souveraineté s'exerce au niveau de l'Union européenne pour être sans prise avec les citoyens et être remise aux mains d'un impérium démocratique dans lequel, bien sûr, lui, une fois que tout ça serait mis en place, il trouverait très facilement sa place et il aurait tous les leviers de commande. Je pense que c'est effectivement sans doute ça une grande partie de son agenda, mais ça a des conséquences. L'une d'entre elles, c'est que on peut peut-être se dire que M. Macron n'est pas en train de construire un mouvement qui vise à s'inscrire dans le temps dans notre pays. D'une certaine manière, je pense que M. Macron suit son plan de carrière, que ce soit peut-être demain à l'échelle européenne, peut-être après-demain par un retour dans l'Hexagone, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si intéressé que ça, parce que ce sera le devenir de son parti et le résultat de l'élection présidentielle de 2027. Oui. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il est presque... C'est terrible, finalement, ce que vous... Oui. En fait, c'est vraiment perso, là. Il la joue perso, c'est ça que vous nous dites. C'est l'intérêt général, l'intérêt de la France, bon, pour le moment, on l'entend pas trop. Et en plus, même pas l'intérêt de son parti ou la défense de son bilan.
on voit personne sortir, on voit personne émerger, et on voit pas Monsieur Macron être en train de construire sa succession. Hein, un petit peu, il est un petit peu comme tous ces personnages qui, dans la filiation d'Alexandre le Grand, sur son lit de mort, quand entouré de ses généraux, on lui demande, général, qui va prendre votre suite, et qui répond le meilleur d'entre vous. Monsieur Macron, il en est un petit peu là, et c'est un petit peu l'impression que ça donne. Oui, le même empire, mais... Surtout avec les profils de premiers ministres qui sont évoqués, et qui sont ceux qui ont été en place depuis 2017, c'est-à-dire quand même des gens qui ont une dimension plutôt technocratique, et dont on voit bien qu'ils ont quand même du mal à incarner une certaine idée et surtout une certaine vision de la France. Mais pour aller au bout de ce raisonnement, il faut comprendre aussi, puisqu'on évoquait les changements institutionnels, que l'élection européenne, qui ne représentait quand même pas grand-chose il y a encore un certain nombre d'années, est devenue aujourd'hui quasiment la seule élection de mi-mandat qui est une élection structurante et qui permet de définir le paysage pour l'élection présidentielle à venir. Parce qu'elle est proportionnelle ? Et là où M. Macron est incapable, lui, de redessiner la carte politique du paysage français, il s'en remet d'une certaine manière à cette élection européenne et à ce que sera le résultat, non pas simplement en France, mais ce que sera aussi le résultat à l'échelle des différents pays européens et des dynamiques qui pourraient se constituer à ce moment-là. Et on voit bien, et pour répondre à votre question, que la seule carte qu'il a dans sa manche, c'est l'approfondissement de la ligne stratégique qui était la sienne, c'est-à-dire la polarisation à outrance. Il l'a dit lors de ses vœux aux Français le 31 décembre, avec cette formule terrible qui est de présenter les choses de manière très binaire en disant soit continuer l'Europe, ou continuer l'Union européenne et l'Europe, ou la bloquer. Eh bien, d'une certaine manière, il redéfinit à nouveau, comme il l'avait fait les fois précédentes, le champ politique en deux parties, ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui, et qu'il voudrait ranger derrière l'étiquette Front Rassemblement National. Voilà comment il voit la politique, et c'est effectivement quasiment la seule carte qu'il a encore aujourd'hui dans sa manche. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Arnaud Benedetti ? Non, je partage ce qui est dit, c'est-à-dire que cette entreprise de polarisation qui est très schmittienne, c'est-à-dire on désigne l'ennemi, c'est très important, et finalement la logique de ce qu'il avait déjà fait en 2017, mais c'est une logique qui le précède, qui travaille le champ politique, j'allais dire presque depuis 1992 et le référendum sur le traité de Maastricht, dont il est quand même d'une certaine manière l'un des héritiers et l'un des enfants. C'est la logique qui consiste à dénoncer comme des adversaires à la fois de l'Europe, des adversaires y compris parfois du progrès et de la démocratie, tous ceux qui en effet mettent en doute le fonctionnement et la logique même de la construction européenne depuis que globalement elle s'est reconstruite à partir notamment de l'acte unique qui avait été impulsé par Jacques Delors. Donc de ce point de vue-là, il y a une histoire longue qui explique aujourd'hui finalement le positionnement d'Emmanuel Macron, qui a été le sauveur en 2017 d'un ordre qui était extrêmement bousculé d'ailleurs par différents en effet concurrents, qui a réussi ce tour de force dans des circonstances très exceptionnelles quand même durant la campagne présidentielle de 2017, de réunir sous une même marque, c'est-à-dire sa propre marque personnelle, ceux qui partageaient à peu près la même vision de l'avenir, qui consiste finalement à fondre les États-nations dans un ensemble plus large, qui est un ensemble, encore une fois, d'adaptation à la globalisation. Donc Emmanuel Macron est le produit de cette histoire, et aujourd'hui, en effet, ce qui est très frappant, c'est qu'il a réactivé durant ses vœux cette logique finalement ennemi-ami, où il désigne ostensiblement comme adversaire le Rassemblement national, entre autres, parce que le Rassemblement national est à ses yeux, disons, l'avant-garde peut-être la plus dangereuse pour lui de son projet politique. Bon, après, on n'a pas le temps aujourd'hui d'interroger aussi la réalité du contenu politique de ces différents partis d'opposition, dont le RN, qui, en tout cas, adoucissent leur discours, et notamment sur la question européenne. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Arnaud Benedetti. Merci. Je rappelle votre livre « Le chaos, essai sur les imaginaires des peuples » aux éditions du CERF, et François Coq, « Alerte à la souveraineté européenne ». En tout cas, vous êtes à peu près d'accord sur l'alerte et le chaos aux éditions Éric Jamet. Merci beaucoup. Et Toxin continue